Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 106 de Famille, Justice, Enfance avec Stéphane sur RLP depuis le Périgord. Aujourd'hui, début d'une série de 3 émissions avec Sophie de Mijola. Madame Sophie de Mijola-Mellor est professeure émérite à Paris Diderot, psychanalyste et philosophe, présidente de l'association internationale Interaction de la psychanalyse A2IP, directrice de la revue Topic, psychanalyste, membre du 4e groupe, auteur de nombreux ouvrages qui mettent en interaction la psychanalyse et les divers champs des sciences de l'homme. Nous commencerons aujourd'hui en douceur à lui demander pourquoi est-ce que l'homme, le père d'aujourd'hui, a autant de difficultés à rentrer dans le monde de la famille de par l'institution. Mais vous verrez que comme d'habitude, nous irons crescendo au fil des émissions et que finalement cette heure d'entretien qui a été découpée en 3 émissions qui vous seront proposées se révélera fructifiante et extrêmement intéressante. En fin d'émission, ne manquez pas la chanson de la semaine par Brigitte Garaud sur son second album. La prochaine audience, nous avons contacté Monsieur Garaud. Nous espérons une interview. Mais tout de suite, un peu d'actualité chargée cette semaine sur les services sociaux. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Actualité chargée en cette fin du mois de mai. Tout d'abord, un article du Parisien qui nous parle du petit Anthony, 17 ans, qui a été retrouvé mort dans un camping après avoir été placé par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, dans ce camping, mort de déshydratation, peut-être de faim et de froid. Visiblement, les placements en France peuvent se retrouver dans les campings, les enfants peuvent se retrouver dans les campings comme ça, où il aurait été, paraît-il, payé par les responsables du camping Les Voiles de l'Uni, 3 € par jour, afin de rénover le camping, et il est mort de mauvais traitements, découvert dans un champ, dénudé, à 6 km du lieu de sa disparition. Il était encore mineur. Alors nous en parlons ici régulièrement, nous continuons de penser très fortement et devant l'indifférence générale qu'il y a un problème général d'incompétence dans le traitement de l'enfance en France, avec des enquêtes bâclées, des organisations et des structures qui n'ont pas les moyens de fonctionner correctement, un défaut de formation du personnel qui est en nombre insuffisant. L'heure n'est absolument pas de donner plus de travail à ces gens, mais plutôt de les professionnaliser et de les perfectionner. Et d'ailleurs, nouvelle vidéo apparue cette semaine sur un nouveau scandale, un de plus. Écoutez, c'est affligeant. Ces gens sont des sauvages et des brutes. Aidez-nous à réunir notre famille, c'est un appel que lance Noémie et son compagnon Raphaël, et ce après que le service de protection maternelle infantile leur a arraché leurs 2 enfants, Nausicaa âgée de 2 ans, et Lou qui n'a que 10 jours. Pourquoi est-ce qu'on leur a pris leurs enfants? Je vous raconte rapidement. Déjà parents d'une petite fille que vous voyez ici à l'image, Noémie et Raphaël avaient décidé, après mûre réflexion, de procéder à un accouchement sans assistance dans le confort de leur maison. Et c'est ainsi qu'il y a 10 jours, le vendredi 3 juin, Noémie a donné naissance chez elle à une 2e fille qui s'appelle Lou. Super nouvelle, bébé et maman se portent très bien, l'accouchement sans assistance médicale s'est super bien passé. 4 jours plus tard, soit le mardi 7 juin, c'est là que tout bascule lorsque Raphaël se rend à la mairie de Vitré pour déclarer son enfant. Alors que selon la loi, l'acte de naissance doit être immédiatement rédigé, l'officier de l'état civil a refusé d'enregistrer la déclaration de naissance du papa. Pourquoi ? Eh bien, sous prétexte que la déclaration sur l'honneur du papa ne suffisait pas, mais qu'il fallait un certificat médical. Conclusion, Raphaël rentre bredouille chez lui. Mais dès le lendemain, Raphaël accompagné de Noémie et leurs 2 enfants se rend de nouveau à la mairie. Et heureusement, cette fois-ci, la déclaration de naissance a bien été enregistrée, mais on les informe qu'ils ont été signalés à la PMI. Donc un membre du personnel de la PMI les appelle, leur pose plein de questions. Et maintenant, le vendredi 10 juin, la petite famille est à la maternité pour le contrôle des 8 jours. Le pédiatre examine la petite Lou et bonne nouvelle, tout va bien. Malgré le check-up parfait de la petite Lou, le pédiatre les prévient qu'un membre de la PMI passerait dans l'après-midi chez eux, sans avoir demandé l'autorisation à Raphaël ou Noémie, sous prétexte que c'est la loi. C'est là que les choses prennent une tournure dramatique. Ce même jour à 18h30, ce n'est pas juste un agent de la PMI qui vient,
Ce sont en réalité pas moins de 10 gendarmes qui s'introduisent dans leur domicile et l'un d'eux leur dit, et je cite, « Nous allons prendre vos enfants, il y a soupçon de maltraitance, soit vous coopérez et vous les mettez dans la voiture, soit on vous les prend de force et elles vont être traumatisées. » Je vous rappelle, leur fille Nausicaa est âgée de 2 ans, et vendredi dernier, Lou n'avait qu'une semaine. Noémie leur demande la véritable raison de l'enlèvement, et voici ce qu'on lui a dit. On lui donne 4 raisons que vous voyez ici dessus. Alors 1, le médecin trouve qu'elles ne sont pas en très grande forme, alors que le pédiatre a dit le contraire quelques heures avant. 2, le papa n'avait pas le droit de faire la déclaration de naissance avec une déclaration sur l'honneur. 3, Noémie a accouché toute seule chez elle, ce qui est légal. 4, vous avez refusé qu'une dame de la PMI vienne peser votre enfant lundi, donc lundi 13 aujourd'hui. Depuis, les choses sont empirées. La PMI avait promis à Noémie et Raphaël qu'ils pourraient rendre visite dans la pouponnière dans laquelle leurs 2 enfants ont été placés 1 heure par jour, à partir de lundi 13 aujourd'hui. Mais hier, alors qu'ils se sont rendus à la pouponnière pour poser des questions sur les visites et pour que Noémie puisse donner le sein à Lou, on leur a refusé de voir leurs enfants. Et en plus de ça, un permanent à la pouponnière leur a dit que c'est le juge qui devra décider dans 3 semaines, donc sauf changement, ils seront séparés de leurs enfants pendant 3 semaines au moins. 3 semaines essentielles pour qu'un bébé et sa maman établissent une vraie connexion. Je suis certain que ça ne doit pas être un cas isolé, alors essayons de faire bouger les choses. On prie, on espère qu'ils soient tous réunis. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Sophie Demijola, que nous remercions énormément d'être venue à notre invitation. Madame, vous allez bien ? Je vais très bien, merci de votre invitation et merci de me faire participer à ces réflexions sur ces questions fort importantes. Oui, tout à fait. Alors, pour que nos auditeurs comprennent d'où vient l'origine de votre voix, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter succinctement, dire quel est votre travail et qui vous êtes ? Tout à fait. Alors, je suis psychanalyste, à l'origine philosophe, et j'ai été pendant de longues années professeur à l'université Paris 7 Denis Diderot, où j'ai enseigné donc la psychopathologie clinique et la psychanalyse, dirigé l'école doctorale recherche en psychanalyse, et donc je suis à ce titre professeur émérite. Ça a été la part principale, je dirais, de mon activité qui s'est faite conjointement avec une activité de psychanalyste libéral en cabinet à Paris, que j'ai toujours, et une activité également à l'hôpital, mais beaucoup plus partielle. Voilà. Alors, j'ai écrit un certain nombre de livres, publié beaucoup d'articles en plusieurs langues, et j'ai fondé, quand j'étais donc à l'université, un laboratoire de recherche qui s'intitule Interaction de la psychanalyse, qui existe maintenant comme une société savante à but non lucratif et qui organise des séminaires et des colloques sur des sujets qui sont essentiellement des sujets de société. C'est une interaction de la psychanalyse. L'idée, c'est que précisément la psychanalyse puisse entrer en interaction avec des disciplines différentes comme l'histoire, mais aussi l'art, la sociologie, l'anthropologie, etc. Et donc peuvent adhérer à cette association des gens que la psychanalyse intéresse, mais qui ne sont pas nécessairement psychanalystes eux-mêmes. Autrement dit, on ne forme pas de psychanalyse. Je suis par ailleurs directrice de la revue Topic, qui est une revue de psychanalyse ancienne, qui avait été fondée par Pierre Aulagnier, et donc qui existe toujours et qui publie 3 numéros par an. Voilà. D'accord, mais écoutez, c'est parfait, nous sommes ravis de vous avoir. Alors, on va commencer effectivement à rentrer. Donc, d'après le point de vue de la psychanalyste et de la philosophe, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Pourquoi est-il toujours si difficile pour les hommes en 2022 d'entrer dans le monde de la famille et la gestion de l'enfance ? Est-ce que c'est une impression ? Est-ce que c'est une frustration ? Est-ce que c'est une réalité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En tant que psychanalyste et donc clinicienne, je dirais que ça dépend énormément des personnes et des situations. Donc je ne pense pas qu'il y ait de règles à cet égard, j'ai envie de dire heureusement d'ailleurs. La question, à mon sens, est ailleurs. La question est dans le divorce,
dans la notion de famille recomposée et beaucoup aussi dans l'amertume que l'un et l'autre peuvent conserver et en général plus souvent d'ailleurs la femme et donc la mère éventuellement que l'homme. Donc les problèmes pour moi et les conflits me semblent davantage relever de cette question. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour les psychanalystes, le point de vue de la place du père et de la mère dans la famille a évolué en même temps que l'évolution des femmes qui sont entrées dans le monde professionnel au même titre que les hommes. Et parfois d'ailleurs avec des horaires plus importants que leur mari, donc avec du coup un impact sur les enfants et la possibilité de s'en occuper. Donc on a là une véritable révolution et qui est relativement récente. La révolution industrielle à peu près. Si j'écoute Madame Castelin-Meunier, elle nous a expliqué qu'actuellement on vit un rééquilibrage, que les pères et les mères étaient impliqués dans la petite enfance, mais que la révolution industrielle a fait que les tâches se sont segmentées et que la société, la famille a évolué. Elle dit qu'aujourd'hui, il y a un retour en fait parce que les gens sont plus présents à la maison et ont plus de vie familiale et sociale. C'est ce qu'elle nous expliquait à la radio ici. Un retour à quoi? J'ai pas bien compris, excusez-moi. Un retour à la situation avant la révolution industrielle. On n'a plus un des deux parents, majoritairement l'homme à une certaine époque, qui partait 10 ou 11 heures par jour de la maison à l'extérieur, qui rentrait épuisé, avec tout ce qui pouvait se passer autour. Aujourd'hui, on a plus de temps pour la famille, on est plus libre pour soi. Et donc, elle disait que la demande des pères d'aujourd'hui correspondait à un rééquilibrage par rapport à ce qu'on vivait il y a 200 ou 300 ans. Oui, tout à fait. Enfin, c'est peut-être pas si harmonieux que tout ça. Non. Il y a des bulles, évidemment, il y a des frictions. Oui, je crois qu'il y a, par exemple, dans le monde professionnel, le problème, c'est qu'effectivement, la période qui est celle qu'on pourrait appeler, même si le terme n'est pas très beau, l'élevage des enfants. Mais ça correspond à une réalité, c'est-à-dire, en fait, à une occupation extrêmement prenante et surtout à une occupation qui a lieu également la nuit, avec des bébés. Cette période va de pair avec des hommes et des femmes jeunes en pleine possession de leurs moyens, leur démarrage professionnel parfois, et donc il y a une suroccupation des deux côtés. Et je pense que d'ailleurs c'est souvent une cause de conflit. L'un des avantages, si on peut dire, des suites du confinement, c'est d'avoir permis de la possibilité d'un télétravail considéré maintenant comme quasi normal. Je pense que ça a été vécu évidemment parfois de manière très difficile lorsque des couples avaient un espace trop restreint et qu'ils se trouvaient dans des situations de confinement. Mais là maintenant, où il y a quelque chose là aussi qui s'est rééquilibré, il y a une beaucoup plus grande souplesse et c'est à mon sens un avantage. Mais si on repart maintenant un petit peu en arrière, du point de vue de la psychanalyse, si vous voulez, le point de vue de Freud sur la famille, est un peu obsolète, dans un certain sens, dans la mesure où effectivement la mère n'est plus cette personne dévouée à la maison, attendant le retour du père, le père apparaissant comme un personnage un peu lointain. Donc il y a non seulement une égalité, mais une similarité entre les rôles masculins et féminins, paternels et maternels. Oui, absolument. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui n'est pas réductible, qui est le fait que la mère a, avec le bébé, avant la naissance de celui-ci, une relation qui dure approximativement 9 mois et que si elle l'allaite, cette relation va se poursuivre encore pendant plusieurs mois, voire pendant une année. Et là, il y a quelque chose qui ne peut pas, si vous voulez, être mis en parallèle avec ce que le père peut faire avec l'enfant. Oui, mais ça on peut l'entendre, on peut le comprendre sur les besoins physiologiques et même si on fait parfois ce qu'on peut pour se rapprocher de la mère enceinte et de l'enfant en bas âge, il est évidemment hors de question de prendre la place d'une primauté biologique en fait, ça c'est évident. Ouais. Voilà, exactement. Et il y a des pères qui le font, parfois, heureusement c'est rare, souvent des pères paranoïaques, qui sont absolument convaincus qu'ils vont beaucoup mieux élever un bébé que leur femme. Et
quitte à le capturer quasiment pendant la première année, de manière précisément à s'assurer qu'il y aura une première empreinte donnée par lui et pas par la mère. Je vous cite là un cas pathologique exceptionnel, évidemment. Dans la réalité, la mère compte beaucoup sur le père, bien sûr pour l'aider à s'occuper de l'enfant, mais surtout pour la protéger dans sa relation à l'enfant. Et ça c'est très bien expliqué par un psychanalyste anglais, Donald Winnicott, qui a écrit de fort belles choses sur l'enfant, l'environnement, la famille, etc., et dont on ne recommandera jamais assez la lecture, qui dit que le rôle du père par rapport à la mère existe aussi indirectement pour l'enfant. C'est-à-dire que le père, c'est un peu un système de poupée russe. Le père, en soutenant la mère, soutient aussi l'enfant. Et que au début, pendant la grossesse bien sûr, mais aussi au tout début, c'est finalement principalement sa fonction. Alors comment est-ce que ça peut de manière concrète se manifester? Eh bien déjà par une plus grande patience, arriver à comprendre en effet qu'une mère qui a un tout petit bébé ou qui est très proche justement d'accoucher ou dans les angoisses qui peuvent venir immédiatement après si c'est un premier enfant, va pouvoir être énervée, agacée, injuste, etc., le cas échéant, et donc d'arriver à prendre sur soi pour ne pas répondre au même niveau. Il y a donc en fait un rôle du père ici très important qui est d'abord directement dirigé vers la mère et qui inclut du coup le couple mère-enfant. On pourrait même dire à la limite la mère a besoin du père pour pouvoir être mère. Oui, ça oui, tout à fait. Par contre, vous avez dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire vous expliquez peut-être la difficulté qu'il peut y avoir aujourd'hui de par l'institution, que ce soit l'institution judiciaire dans les tribunaux familiales ou les juges pour enfants, ainsi que dans les services sociaux, je veux dire éducateurs spécialisés, pédiatres, assistantes sociales, la difficulté à entendre des critiques envers la mère. Oui. C'est peut-être de là dont vient l'origine. Tout à fait. Tout à fait. Et là, je pense que c'est véritablement une période qui est une période très difficile pour un couple, en même temps que c'est une période tout à fait idéalisée. C'est parce que c'est idéalisé que c'est difficile. C'est-à-dire qu'un père et une mère devant un premier enfant, c'est véritablement un sentiment de démiurge. Ils ont créé quelqu'un. Et là, il y a quelque chose, effectivement... Qui se rapproche du divin, presque. Oui. Voilà, absolument. Alors, c'est justement la force de ce sentiment, ou presque de cette sensation, qui est aussi l'origine de tous les dangers. Parce que plus c'est bien, plus ça risque d'être très mauvais si ça trébuche. Oui. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors on va faire un bond de quelques années. Maintenant, l'enfant est sorti de ses besoins biologiques. On va dire que l'enfant a 5 ans, par exemple, ou 6 ans. Oui. Et à 5 ou 6 ans, on peut déjà avoir une présence paternelle. Moi, j'ai beaucoup d'experts et de sommités qui m'ont dit ici qu'un père qui s'impliquait dans l'enfance à cet âge-là, c'était excellent pour l'enfant. C'est une nouveauté par rapport à nos grands-parents. Moi, mes grands-parents étaient extrêmement bien, mais je me rappelle pas de mon grand-père donnant le bain à sa fille, par exemple. C'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Même sur les sujets de conversation, un peu de moquerie ou de recul. C'était des comportements qui n'existaient pas. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons des hommes qui poussent des poussettes dans les rues, qui tiennent leurs enfants. En Europe du Nord, on peut très bien même être quelqu'un de tatoué avec des cheveux longs et porter un enfant en bas âge encore. Donc il y a une évolution qui se passe. Cette évolution, il me semble qu'elle est inclue dans la société. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a vraiment eu une évolution? Et si elle a vraiment été incluse dans la société, pourquoi est-ce que l'institution a tant de mal à la reconnaître? Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dirais même que c'est bien avant. Je pense que le rôle du père, il apparaît à peu près au moment où... Il y a un moment très très important finalement. C'est à peu près vers 1 an et demi, où l'enfant
peut se déplacer tout seul et peut s'éloigner de la mère. Le quatre pattes, tout ça. Oui. Voilà. Et à ce moment-là, il est dans une position différente et les parents le savent bien d'ailleurs parce que il est en même temps, il faut le contrôler, etc. Et donc, il y a quand même forcément une intervention éducative qui va être celle de la mère, mais qui va devoir être renforcée par le père. Et le père, par exemple, n'a pas le même son de voix que la mère, et pour l'enfant, c'est quelque chose de très sensible. Oui, surtout s'il s'est bien débrouillé, son son de voix, il a commencé à le faire connaître et à le transmettre, même dès la maternité. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et le père va pouvoir jouer aussi à des jeux différents de ceux de la mère. Donc, si vous voulez, le père intervient à la fois dans une relation de couple avec l'enfant, où la mère n'est pas forcément présente, hein. Et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, on voit des pères qui poussent des poussettes, qui ont les enfants dans les bras, qui vont marcher avec eux, etc. Oui, j'ai envie de dire heureusement, mais aussi le père intervient finalement comme troisième personne dans le couple mère-enfant. Et là, il est tout à fait nécessaire qu'il intervienne parce que le risque majeur que court l'enfant, c'est de devenir la possession de la mère. Je parlais tout à l'heure du père paranoïaque qui va essayer... Ce qu'on appelle la relation fusionnelle qui est en décrit actuellement, voilà. C'est ça. Voilà. D'accord. Et qui est quelque chose de très dangereux. À la fois, c'est naturel. Il entre dans la maternité, si vous voulez, un désir de possession qui est presque un désir de dévoration. Il entre de la générosité, beaucoup de générosité, mais il entre aussi beaucoup de possessivité. Oui, l'enfant devient une extension de soi et ses propres pulsions, ses propres intérêts passent avant ceux de l'enfant parfois, c'est ça? Oui, enfin, c'est pas tellement que ça passe avant, c'est surtout que la mère pense que ce sont les mêmes. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas qu'elle se met avant. Mes conclusions à moi, mes envies sont forcément celles de mon enfant. Voilà, c'est moi qui sais. C'est moi qui sais pour lui, etc. Et donc, à ce moment-là, la mère peut effectivement repousser le père pour qu'il ne se vienne pas comme un gêneur dans cette relation de couple, en général très idéalisée. Et il est tout à fait important que le père arrive à s'installer de manière qui est un triangle, ce qu'on appelle le triangle édipien, sur lequel l'enfant va pouvoir précisément s'appuyer. Alors que s'il est dans une relation duelle, là, c'est le début de tous les ennuis. Le père doit s'installer dans cette place, mais il doit savoir s'y installer sans repousser la mère. Autrement dit, il ne doit pas rechercher lui non plus à rétablir une relation de couple qui exclurait la mère. C'est très difficile, si vous voulez, mais on voit bien, même intuitivement, comment un trépied, ça tient mieux que s'il y a deux pattes. Hein. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est l'idéal. L'idéal, effectivement, est de ne pas se séparer, ou alors, si on le fait, de le faire en bon entendement. Mais ça, c'est l'idéal. Tout à fait. Alors, la question, effectivement, de la séparation, qu'est-ce qu'elle va impliquer? Elle va impliquer déjà de parler à l'enfant pour lui expliquer que ce qu'il a probablement d'ailleurs déjà compris et constaté, que le couple ne s'entend plus. Et ensuite, il y a toutes sortes de choses à mettre en place et qui, à mon sens, vont impliquer beaucoup de contraintes, notamment de contraintes géographiques. Parce que je ne crois pas qu'on puisse effectivement faire une garde partagée si on n'a pas une proximité géographique. Oui, c'est une des demandes associatives de très nombreuses structures, ça, c'est éviter justement qu'on prenne les enfants sous le bras et qu'on aille à l'autre bout de la France chez maman-papa pour s'approprier un peu l'enfant. Parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué pour l'autre parent d'exister, forcément. Oui, c'est même tout à fait catastrophique. Donc le mieux, c'est effectivement la possibilité d'arriver à se partager le temps. Alors soit une semaine sur deux, soit effectivement, ensuite c'est variable. Il y a les mercredis, il y a les week-ends, etc. Chacun s'arrange au mieux en laissant la possibilité aussi qu'il y ait des remplacements possibles. Je veux dire, le père ou la mère peut être malade, peut avoir
un travail absolument urgent à faire. Donc il est extrêmement important qu'ils puissent en effet accepter que ça soit pas non plus rigide. Oui, mais ça c'est la solution idéale, c'est ce qui marcherait le mieux et ce qui apporte en même temps le plus de liberté aux deux parents de manière individuelle. Donc il y a de Tout à fait. très très bons côtés par rapport à ça. Ouais. Tout à fait, et non seulement pour moi c'est pas la solution idéale, j'ai envie de dire c'est la solution nécessaire. Il n'y en a pas d'autre. Alors comment fait-on dans ces cas-là pour protéger l'accès à cette situation quand l'un des deux parents ne joue pas le jeu et ne la veut pas? Alors il faut déjà savoir comprendre pourquoi il ne veut pas. Il peut ne pas vouloir parce qu'il peut considérer que l'autre parent est toxique. Ça peut arriver. Il peut le père ou la mère d'ailleurs. Je pense qu'à ce moment-là, il faut de la même manière qu'il y a des thérapies conjugales, qu'il puisse y avoir une thérapie d'un couple qui n'existe plus en tant que couple, mais qui va forcément continuer à exister tant que les enfants sont là. Bien sûr, bien sûr. Il va y avoir des mariages, des baptêmes, des choses, c'est jusqu'à la fin de nos jours. Donc effectivement, il va falloir composer avec. Oui. Oui, mais je parle même pas de ça. Je parle si vous voulez, de la réticence normale que peut avoir, mettons, une mère qui craint que le père ne soit un peu incestueux ou incestuel avec avec les enfants, ou à l'inverse, le père qui considère que la mère ne s'occupe pas suffisamment ou qu'elle est trop nerveuse et qu'elle peut devenir violente avec l'enfant. Bon, tout ça peut exister. Tout ça peut exister et nécessite effectivement à ce moment-là des prises en charge. Alors non pas les 20 minutes de discussion que vous évoquiez tout à l'heure, mais un temps plus long et un temps partagé. C'est-à-dire que je crois que dans ces cas-là, il faut effectivement que les parents soient mis devant la responsabilité qui est la leur d'avoir produit des enfants et que donc ils ne peuvent pas ensuite ni les abandonner ni les séparer de l'autre parent. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Je ne savais pas qu'un enfant rimait avec un avocat, que quelqu'un d'autre pouvait signer une lettre de toi, une lettre de toi. Je n'imaginais pas que le temps pouvait jouer de ces jeux-là, qu'un jour ou l'autre il y aurait soudain vous et puis moi, vous et puis moi. Et en attendant la prochaine audience, je perds mes élans et mes évidences. Je ne sais plus ce que je pense, à part que je souffre de tout ce silence, de ce qu'on a pris de mon innocence. Mon Dieu, quelle est lourde la distance, le vide immense en attendant la prochaine audience. Et je compte les jours, les semaines qui rapprocheront le retour de sa petite dégaine qui me rappelle ce qu'est l'amour, ce qu'est l'amour. Et en attendant la prochaine audience, je n'arrive plus à danser la danse. Qu'est-ce qu'il reste au fond du ventre, à part que je souffre de tout ce silence, de ce qu'on a pris de mon innocence. Mon Dieu, quelle est lourde la distance, pour ce que j'endure à creuser l'absence.
quand on me censure de son innocence. Je n'imaginais pas la violence. Je dois faire des listes longues, des objections et des demandes, de ces raisons que j'avance. Je dois réinventer le monde, battre les mots de la décence en attendant la prochaine audience, la prochaine audience. Tu vois comme je souffre de tout ce silence, de ce qu'on a pris de mon innocence. Mon Dieu, quelle est lourde la distance. Tu vois comme j'endure à creuser l'absence quand on me censure de son innocence. Je n'imaginais pas la violence, le vide immense en attendant la prochaine audience.